Bonjour à tous, petite vidéo de retour. Donc après 2 semaines de repos, une visite chez le vétérinaire pour la chienne et tout va bien. Elle n'a pas trop perdu de poids, elle a juste perdu 500 grammes, donc c'est bien. On a pu se reposer un peu physiquement et mentalement, donc ça permet aujourd'hui de faire ce retour. Donc, qu'en est-il? Qu'en est-il de ce rétex, de ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Donc déjà, le chemin en lui-même, c'était super intéressant parce que sur la partie française, donc c'est-à-dire la Via Piodensis, il y a tout un tas de paysages différents, que ce soit la fin de l'Auvergne, l'Allier, le Gévaudan, l'Aubrac, et ensuite la descente du plateau de l'Aubrac, notamment sur Saint-Chély d'Aubrac, et puis après la Lozère, l'Aveyron et le Lot, et ainsi de suite. Donc vous traversez tout un tas de paysages qui ne sont pas toujours super chouettes, notamment je pense notamment à la fin du Gers, qui est un peu comment dire, trop agricole à mon goût, mais c'est le goût c'est le partage de beaucoup de pèlerins aussi, notamment du côté de après Aire-sur-Adour. Pour ceux qui ont fait, ils doivent savoir. Et puis du côté espagnol, donc moi j'ai pris le Camino Norte, donc vous suivez la côte Cantabrique là, et vous êtes au bord de mer, donc vous avez quand même droit à des superbes paysages, parce que le Camino del Norte est réputé pour comment dire, être très en relief. Et j'ai pu prendre le Primitivo par la suite, qui est aussi réputé très en relief, avec notamment 2-3 étapes de montagne, qui étaient superbes. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé à Santiago, vous avez ces 3 étapes qui mènent à Fisterra et que j'ai trouvé très jolies, où les paysages sur 3 étapes sont très variés. Donc vous passez vraiment de petits sentiers champêtres au début à des gros chemins au milieu des pins vers la fin, juste avant d'arriver à Fisterra. Donc c'est très chouette. Bon, il y a toujours de la route, hein, ça c'est sûr, on ne peut pas l'éviter, mais cela dit, voilà, ce chemin de façon très globale est très joli et permet de voir de nombreux paysages. Au niveau des rencontres, alors là c'est extrêmement riche, parce que dès que vous sortez du train au Puy-en-Velay, vous avez l'occasion déjà de lier connaissance avec d'autres pèlerins, et vous êtes quasiment de suite dans l'ambiance du chemin. Alors ce qu'on appelle l'ambiance du chemin, ou l'esprit du chemin, se fait surtout principalement avec les rencontres et avec l'échange avec les autres pèlerins. Voilà, l'esprit du chemin vient surtout de là. Sur la partie française, c'est principalement des Français, donc vous créez des liens plus facilement avec des gens de nationalité française, mais il y a quand même quelques étrangers. On a l'occasion de voir quelques Américains ou quelques Espagnols même qui font le chemin pour rentrer chez eux. Et donc vous commencez déjà à vous faire tout un planel de connaissances et de relations
Parmi ces relations, il y en a qui, comme vous, vont jusqu'au bout. Dans ces relations, vous aurez l'occasion de les retrouver, par exemple à Santiago, au final, ou à l'occasion d'autres étapes, que ce soit en France ou en Espagne. Après, sur la partie espagnole, ça devient beaucoup plus international et donc ça devient beaucoup plus intéressant. Alors il y a souvent la barrière de la langue qui intervient, qui bloque un peu. Surtout que moi j'avais un anglais et un espagnol très scolaire, donc très basique. Donc ça a été un peu difficile, il a fallu se remettre dedans dès le début, mais c'est quand même très pratique de baragouiner quelques mots d'espagnol, surtout pour les différents services, que ce soit dans les bars, les cafés, les restos ou les albergues. Et vous créez aussi, comme en France, tout un tas de relations avec des gens que vous côtoyez et que vous revoyez régulièrement sur les différentes étapes. Alors concernant également les pèlerins, oui bien sûr il y a des catégories de pèlerins et alors on pourrait les classer selon différents niveaux. Effectivement la catégorie 1, on va dire que c'est la grande classe globale, ce sont les gens qui tous les soirs se débrouillent, transportent la maison sur le dos mais se débrouillent pour être en albergué le soir. Donc ça voilà, c'est la grande catégorie, c'est le pèlerin d'une façon générale. Ensuite, vous avez, on va dire, le pèlerin qui voyage, comment dire, comment ils appellent ça, en transport de bagages. Donc, on voit des pèlerins avec des petits sacs. Alors, c'est souvent des gens qui l'ont déjà fait, ou des personnes âgées, ou alors des personnes blessées qui, une journée ou deux, font transporter leurs bagages. Donc on appelle souvent ces gens-là des touristes. Mais alors je portais pas forcément ces gens dans mon cœur au début, parce que pour moi, ils n'étaient pas dans l'esprit du chemin. Mais pour avoir discuté avec une ou deux personnes qui le faisaient, ils m'ont dit ouais voilà, nous on l'a fait étant plus jeune avec la maison sur le dos. Et maintenant on n'a plus l'âge, on s'économise et voilà, on fait transporter nos bagages. Bon, effectivement, dans ces conditions, je suis d'accord. Donc voilà. Et puis comme on dit, chacun son chemin. Et ensuite, il y a une autre catégorie, c'est la catégorie de ceux qui le font avec toute la maison sur le dos, c'est-à-dire en quasi-autonomie. Et quand vous appartenez à cette catégorie, bah, ça permet de rencontrer d'autres personnes qui le font comme vous en autonomie, de partager des moments très particuliers dans des lieux particuliers, que ce soit des porches d'église, des églises ou même dans la nature. Et donc voilà, ça permet d'avoir des moments très privilégiés avec certains pèlerins et de partager vraiment des moments vraiment uniques. Sur le point de vue physique, alors personnellement, on s'était entraîné avec la chienne, on s'était entraîné un peu avant, faire quelques randonnées.
environ 20 bornes. On avait préparé aussi les chaussures. Pensez toujours à préparer vos chaussures. Au moins faites 50 km avec vos chaussures pour savoir si elles vous vont ou pour les faire. Et prenez l'habitude de marcher régulièrement, au moins j'ai envie de dire 2 semaines avant, quoi. Au moins, quoi. Après, j'ai vu des pèlerins qui n'étaient pas préparés et qui se lançaient comme ça, non préparés sur le chemin. Forcément, ces gens-là vont souffrir un peu plus. Concernant les pieds, bon, je m'excuse, mais moi j'ai eu juste une ampoule au bout du pied à cause des chaussures. Donc aussi, vous prenez toujours une demi, voire une pointure au-dessus pour les chaussures. Pensez-y parce que ça peut avoir des conséquences sur les pieds. Donc les pieds, c'est un peu forcément le plus important à entretenir. Les pieds et le dos avec le sac. Donc voilà. Alors après, concernant le mental, comme c'est un peu ma partie, vu que je suis prépa mental, donc forcément je regardais ça d'un œil un peu plus précis. En fait, il suffit de marcher, quoi. Tous les jours, la principale activité, c'est de marcher. Donc on se fixe des petits objectifs, de ville en ville, et d'étape en étape, et puis tout se fait petit à petit. Donc, alors parfois, certains matins, on en a marre de marcher, on n'a pas envie, puis 5 minutes ou même 1 heure après, c'est bon, on est dedans et le plaisir de la marche revient. Donc, généralement, ce sont des moments courts de négativité qui s'envolent très vite. Et d'un point de vue mental, si vous pensez déjà à l'arrivée à Santiago, ça va forcément être un peu plus dur parce que le chemin mental va être beaucoup plus long. Donc c'est important de même si vous le faites vite, parce que j'ai vu des gens qui allaient vite, qui faisaient beaucoup de kilomètres par jour, c'est important de profiter de chaque étape et de profiter du paysage. Alors il y en a qui disent que oui, le chemin c'est l'éloge de la lenteur, oui effectivement, mais après moi j'ai envie de dire chacun son chemin et et aussi chacun son rythme. C'est-à-dire celui qui a envie d'aller vite, il va vite, celui qui a envie de le faire en trail, j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire le touriste et d'aller très lentement, et voilà. Généralement, tous les pèlerins respectent les étapes parce que ça correspond à une distance et un effort physiologique à peu près général, global pour tout le monde. Donc voilà. Alors en ce qui concerne la météo, comme vous le savez, on a subi aussi la canicule. Et je suis parti le 5 mai, dès le 8 ou le 10 mai, on a subi déjà les premières chaleurs. Ça commençait déjà à être dur à certains moments. Et donc avec le chien, forcément, moi j'ai été ralenti, donc j'ai dû faire des pauses l'après-midi pour elle, respecter son rythme. Et ça m'a permis finalement, avec le recul, de moi me reposer et de moins subir la chaleur et de m'octroyer des phases de repos, des phases de récupération par rapport à ces canicules. Et ça m'arrivait également, si vous regardez certaines vidéos, de marcher le soir à la fraîche, ce qui parfois est très agréable parce que vous n'avez personne sur le chemin, il fait beaucoup plus frais et puis la lumière est différente, les paysages sont différents, donc c'est vachement plus sympa. Concernant la bouffe, alors en France, je suis parti, j'étais en autonomie au moins la première semaine, donc j'avais pas mal de lyophilisé avec moi. Alors même si chaque sachet est léger, quand vous accumulez, ça fait quand même du poids. Donc j'avais quasiment 2 kg de lyophilisé dans le sac. Donc merci à Lyophilis & Co qui sont situés sur Lorient et où j'ai pu aller me ravitailler. Je remercie aussi David qui m'a filé quelques sachets. Et
Et puis après, l'alimentation, enfin votre alimentation va évoluer au fur et à mesure des ravitaillements que vous allez trouver. Sur la partie française, vous aurez plus des petites épiceries ou des petits supermarchés de village, parce que vous ne traversez quasiment jamais de grandes villes. Et sur la partie espagnole, vous aurez plus la possibilité de trouver ce qu'ils appellent des supermercados, hein, des petits supermarchés, des supérettes, voire un peu plus grands, parce que on a quand même l'occasion de traverser des plus grandes villes. Donc vous pouvez faire évoluer votre alimentation. Après c'est chacun son truc. Moi j'ai essayé quand même de temps en temps d'avoir un peu de légumes. Et puis sinon, effectivement, saucissons, des sardines, voilà. Puis des fois, le corps a besoin, donc on dit amen à ses envies, donc un peu de sucre et voilà. Mais chacun ses besoins. En ce qui concerne là ou les raisons pour lesquelles j'ai fait le chemin, bah écoutez, ça fait 2 semaines qu'on est rentré, j'en suis pas encore convaincu, donc je pense qu'il y a un peu de défi, mais il y a aussi beaucoup d'envie de partir, voyager, de voir d'autres paysages, l'envie de bouger, l'envie surtout de se mettre en mouvement. Voilà pour la motivation. Alors moi je ne suis pas parti pour des raisons religieuses, peut-être un peu spirituelles, peut-être également physiques. Bref, en tout cas, l'aspect religieux, il a vite pris une claque dès le début, avant même de partir, parce qu'avec le chien, avec un chien, vous allez vite tester les limites de la tolérance, que ce soit de la religion ou de l'accueil des albergués ou des gîtes. Et avant même de partir, déjà, j'avais demandé à un ou deux refuges ou gîtes religieux, voir si je pouvais y venir. Et il me dit non, on n'est pas équipé pour les chiens, donc voilà. Bon, soit. Et puis il y a eu d'autres choses aussi, donc je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est pas le sujet, mais voilà. J'ai pu observer tout au long du chemin une certaine forme de religiosité un peu rigide qui, notamment en Espagne, ressemblait plus à l'inquisition qu'à une forme de tolérance. Voilà pour cette partie. Et en ce qui concerne la magie du chemin, alors c'est différent de l'esprit du chemin, mais au bout d'un certain temps, quand tu es sur le chemin, il y a quelques coïncidences qui peuvent arriver, notamment dans les rencontres, c'est-à-dire que tu vas rencontrer un tel, et puis en discutant avec un tel, tu vas te rendre compte qu'il a rencontré quelqu'un avec qui tu as marché, et ainsi de suite. Et il y a tout un espèce de réseau invisible qui se fait, et on pourrait mettre ça sur du hasard ou sur des coïncidences. Mais voilà, il y a une espèce de magie, d'interconnexion du chemin dans le chemin qui se fait et qui contribue à rendre le chemin tel qu'il est et ce qu'il est. Donc voilà, c'est des choses qui se passent au bout d'un certain temps. Passer sur le chemin, un peu comme si au bout d'un moment on appartenait au chemin finalement. Parce que comme dit l'autre, c'est pas toi qui fais le chemin, c'est le chemin qui te fait. Je pense avoir abordé quand même pas mal de questions. Après tu peux très bien me poser des questions dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je prendrai plaisir à y répondre. Vu que j'ai pas trop d'abonnés pour le moment. Et
Et voilà, j'espère que ce débriefing t'aura permis de, éventuellement, si tu prépares le chemin, de te complémenter, dans ta préparation et de t'apporter certaines réponses. Donc voilà. Écoute, je te propose de me retrouver pour l'épisode 22 qui sera le matériel, le matos que tout le monde adore. Voilà. Allez, bonne soirée.